Bonjour à tous, bienvenue en direct de Parlons Placement. On va voir aujourd'hui comment évoluent ces marchés financiers dans un contexte de croissance retrouvée et d'inflation toujours aussi basse. On parlera bien sûr de notre nouveau président et de ses projets fiscaux qui intéressent au premier chef votre épargne. Et puis un invité, en l'occurrence Vincent Rouanel du groupe Amundi qui viendra nous parler d'un montage pour acheter des SCPI à crédit et essayer de reconnaître tous les tenants et les aboutissants. Voilà le programme. On commence tout de suite par notre rubrique consacrée aux marchés financiers. Jonathan Lévy, bonjour. Bonjour Thomas. On vous retrouve pour faire le point sur cette actualité financière. Et on va commencer par parler de la croissance. C'est vrai que c'est le driver premier, le premier indicateur que surveillent les investisseurs, notamment en bourse. Comment va-t-elle ? La croissance, d'après l'OCDE, va un petit peu mieux. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, que les prévisions de croissance étaient révisées à la hausse. L'année dernière, la croissance mondiale était de 3% en 2016. Pour 2017, l'OCDE nous dit que dorénavant, elle devrait être de 3,5%. Et pour 2018, elle devrait être de 3,6%. Donc on voit qu'il y a une accélération de la croissance dans le monde. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle dans les prévisions de l'OCDE, c'est l'homogénéité en fait, de la croissance. C'est que toutes les zones repartent. Les États-Unis sont en accélération, la zone euro repart. Les pays émergents, même le Brésil qui était en forte récession l'année dernière, devrait connaître une croissance positive cette année. Ce qui prouve cette interdépendance mondiale. On est dans la mondialisation, qu'on le veuille ou non. Tout à fait, toutes les économies sont interconnectées. Ouais. Comment réagissent les marchés financiers, du coup ? Les marchés financiers réagissent plutôt bien en fait, à cette nouvelle. Maintenant, il y a d'autres informations sur les marchés qui pondèrent un petit peu ce flux de bonnes nouvelles. On avait parlé du risque politique, notamment aux États-Unis. Il s'est un petit peu apaisé depuis notre dernière émission. Il y a eu quelques tensions en fait, aux États-Unis, plutôt sur la micro. Je vous avais dit, les marchés américains sont quand même dans des situations assez tendues, les valorisations sont élevées. Dès qu'il y a la moindre mauvaise nouvelle, c'est un impact important sur les marchés. Je donne l'exemple d'Apple. Sur Apple, il y a eu des rumeurs comme quoi l'iPhone 8 pourrait être sur un niveau technologique un peu moins bon que les concurrents. Vu le niveau de valorisation d'Apple, ça a fortement corrigé 8%. L'impact de 8% d'Apple en bourse a un impact mondial. Quand on va à grande vitesse, le moindre écart de volant, c'est sûr qu'on sort de la route. Il ne faut pas se prendre un train à grande vitesse en pleine figure. Alors, on va parler d'inflation également, parce que c'est l'autre chiffre que surveillent beaucoup les investisseurs en ce moment. Oui, beaucoup les investisseurs. Pourquoi ? Parce que les banques centrales regardent beaucoup l'inflation. C'est le critère numéro 1 des banques centrales, c'est l'inflation. On en est où en termes d'inflation alors ? L'inflation, ça c'est l'autre pilier en fait de la conjoncture. C'est que paradoxalement, c'est surprenant, mais l'inflation régresse. Alors qu'en phase d'accélération de la croissance, on s'attend à ce qu'elle remonte. Là, l'inflation régresse. Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, l'inflation est très corrélée au prix des matières énergétiques. Le pétrole régresse, on l'a vu. Donc ça, a un impact négatif sur les prix. Au-delà de ça, l'inflation sous-jacente. Or, matière première, l'inflation sous-jacente régresse. C'est le cas en Europe, c'est le cas aux États-Unis. Alors, c'est encore plus surprenant aux États-Unis. Oui, donc malgré ce contexte de croissance, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce qu'on est en phase d'accélération de la croissance et c'est un paradoxe dans des économies, comme je le disais, aux États-Unis et en Allemagne. C'est le plein emploi, c'est le plein emploi. Comment ça s'explique ? Alors, certains disent que c'est lié au fait que le taux d'emploi est faible, le taux de participation globale de la population à l'emploi est au plus bas de 30 ans, bien que le chômage soit lui-même au plus bas de 16 ans aux États-Unis. Donc le taux de chômage est à 4,3, mais le taux de participation donc de la population qui est en âge de travailler au marché de l'emploi, il est autour de 62-63%, et ça c'est un taux qui est historiquement bas. Maintenant, mais je vous sens dubitatif quand même sur cette explication. Oui, parce que c'est quand même très étonnant malgré tout que l'inflation ne reparte pas dans ce contexte. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit lié à des phénomènes comme Internet, qui sont déflationnistes en eux-mêmes, c'est-à-dire que vous avez une comparaison permanente sur les prix, vous avez un prix de marché pratiquement sur tous les biens ou services ? C'est une explication, effectivement, mais c'est pour l'instant des théories. Personne
Donc on n'a pas encore la clé là-dessus. On n'a pas la clé là-dessus. En tout cas, il y a une explication des banques centrales. Et la Fed, qui a parlé la semaine dernière, elle donne sa vision de cette situation-là, qui est assez surprenante elle aussi. En fait, la Fed nous dit que l'inflation va repartir. Elle a remonté les taux, on s'interrogeait lors de notre dernière émission, elle a remonté les taux, donc ça s'est fait, hein, plus 0,25, on est à 1,25 aux États-Unis. Et elle nous dit qu'elle va continuer à relever les taux une troisième fois cette année, peut-être une quatrième fois. Et qu'en 2018, elle relèvera encore 3 fois les taux au moins. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une inflation masquée qu'on ne voit pas encore, exactement, mais qui va arriver. Donc elle ne démontre pas comment, mais elle croit fortement en fait à l'inflation. Alors certains disent, une explication, c'est qu'on regarde le nombre d'emplois qui est non pourvu. Et les emplois non pourvus aux États-Unis sont en forte hausse en fait. Donc ça pourrait signaler une tension sur les salaires pour qu'on arrive enfin à trouver des gens qui acceptent ces emplois-là. En même temps, donc on a vu que les zones de croissance étaient à peu près également réparties partout dans le monde. Mais du coup, là, il y a un écart qui se creuse entre la Fed, qui continue à remonter, et puis la BCE qui, elle, est beaucoup plus calme. La BCE est plus calme. Alors, on n'est pas non plus au même niveau dans le cycle économique. Les États-Unis sont en avance par rapport à nous dans le cycle économique. Donc, ça peut expliquer qu'ils sont en avance pour relever les taux. Mais c'est vrai que la BCE, malgré tout, elle est beaucoup plus patiente. Et la Fed a un peu surpris les marchés. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que les marchés ne croient pas en fait, au discours de la Fed. Suite au changement de ton et à la hausse des taux à court terme, les taux à long terme ont baissé. Ouais. Alors qu'ils auraient dû remonter. C'est-à-dire que les marchés pensent que la Fed se trompe. Les marchés pensent qu'à terme, la Fed va devoir réviser en fait, son scénario de croissance, son scénario plutôt d'inflation. Quelle perspective vous voyez? Donc, on a tracé un peu le paysage, là, on a dessiné le paysage. Vers quoi on va? Alors, on a une situation en fait, qui est globalement quand même très favorable, où on a une accélération de la croissance et une inflation qui ne repart pas. Ça, c'est quand même un cocktail ultra favorable pour l'économie, pour la consommation en fait. C'est le pouvoir d'achat des gens qui va augmenter, et donc c'est plus de consommation, c'est plus de croissance, plus d'investissement, moins de chômage. Donc c'est un cocktail qui est favorable. À l'inverse, en Grande-Bretagne, on a exactement le scénario inverse. On a 2,9% d'inflation et une croissance qui est en train de baisser à 1%. Ouais. Plus d'inflation que de croissance. La BOI, la Banque d'Angleterre, nous dit qu'elle est obligée elle va devoir réviser les taux à la hausse pour freiner l'économie qui est déjà en phase de décélération. Ça, c'est défavorable. Bon, on y perd un peu son latin, ça va dans tous les sens. Donc favorable. On va essayer de restructurer ça. Alors. Voilà, l'épargnant, il investit sur quoi en l'occurrence? Alors, il y a, pour les marchés actions, donc je le disais, c'est un cocktail quand même qui est favorable. Et on le voit, en fait, les investisseurs quand même continuent d'aller sur les marchés de la zone euro. Ça, je pense que d'ici la fin de l'année, c'est un marché qu'il faut continuer à jouer. Je le dis déjà depuis quelques mois. Les marchés sont en hausse depuis le début de l'année. Ouais. Mais je pense que ce n'est pas fini. Sur cette ligne directrice. On reste sur cette ligne directrice. Je vais parler aussi d'immobilier, notamment d'immobilier d'entreprise. Parce que je pense que c'est un scénario qui est très favorable aussi à l'immobilier d'entreprise. Plus de croissance, ça veut dire moins de défaillance d'entreprise. Lorsque vous louez des biens à des entreprises qui feront moins faillite, donc les loyers vont plus rentrer. Ça, c'est favorable pour les rendements. Les taux de vacances vont diminuer. Et puis, souvent, on parle de hausse des taux, mais certains disent que ça peut être un risque sur l'immobilier. Ça peut faire baisser le prix de l'immobilier. Si tout le monde de 1%, ça peut faire baisser de 7-8% le prix de l'immobilier. Bien sûr. Je ne pense pas qu'il y aura de hausse des taux, compte tenu du discours de la BCE. En tout cas, il n'y aura pas de hausse des taux tant que l'inflation ne repartira pas. Et si l'inflation repart, de toute manière, l'immobilier en profitera, puisque les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc ça, ce n'est pas un scénario qui est défavorable à l'immobilier, au contraire. Donc pour les marchés actions comme pour l'immobilier d'entreprise, ça reste un bon moment pour investir aujourd'hui. Bon voilà, on retient ce message. Actions d'un côté, immobilier, notamment d'entreprise de l'autre, qui sont donc vos placements favoris à l'heure actuelle. Ouais. Merci beaucoup Jonathan, on se retrouve très bientôt avant les vacances. À très vite. À bientôt. Et on a le
le plaisir de retrouver Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va parler d'Emmanuel Macron, notre nouveau président de la République, qui ne vient pas tout seul. Il vient avec une réforme fiscale assez ambitieuse, on peut la qualifier de... Il veut faire bouger les lignes. Il veut faire bouger les lignes. On ne sait pas encore très bien précisément ce qui va se passer. Maintenant, on a quand même de plus en plus d'informations. Il y a eu pas mal de déclarations. On avait déjà fait d'ailleurs un point avant les élections sur les perspectives de réforme. Maintenant, on sait à peu près le calendrier et on sait dans les grandes lignes ce qui devrait se passer. Avec une philosophie finalement assez forte, telle que moi je l'aperçois en tant qu'observateur. Il faut relancer, finalement favoriser à nouveau l'investissement en capital. C'est ça qui permet de financer les entreprises et derrière les entreprises, les emplois. Il faut essayer de rééquilibrer, de lutter contre la rente. Donc ça, c'est plus le volet immobilier. Et puis aussi essayer de rééquilibrer le déséquilibre générationnel. Je sais que les retraités qui entendent ça, et il y en a beaucoup qui nous écoutent, n'aiment pas entendre ça. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même nantis par rapport aux plus jeunes générations qui ont plus de problèmes. Et donc il y a cette volonté aussi de rajeunir un peu l'équilibre. La principale orientation est celle qui consiste à faire en sorte que l'épargne, qui est puissante en France, puisse mieux s'orienter en fait vers le financement des entreprises. Donc en fait tout découle de ça. Lorsqu'on analyse les différentes opportunités qui peuvent découler en fait de ce schéma de réforme, mais également l'esprit, la philosophie des réformes, on constate que la pierre angulaire, c'est vouloir orienter un maximum l'épargne vers les entreprises. Comment il fait alors ? Alors premièrement, il va a priori mettre en place une flat tax, donc une taxe commune à l'ensemble des placements, à l'ensemble des revenus du capital. Un niveau unique. Un niveau unique, même si en fait on va voir, par exemple dans l'assurance vie, il est probable que cette flat tax ne concerne que les placements ou les contrats d'assurance vie qui ont une durée qui a dépassé les 8 années. Avant les 8 ans, on sera probablement encore dans le schéma favorable de l'assurance vie, mais avec une hausse de la CSG. On va y revenir. Après, il est probable aussi que mettre en place cette flat tax va permettre aussi à tous ceux qui, par exemple, utilisaient les comptes titres comme une enveloppe fiscale, si tant est que ça puisse en être une, pour intégrer leur placement en bourse, par exemple. Là, les épargnants qui ont un stock important d'épargne, qui sont sur des tranches marginales d'impôt assez élevées, vont probablement profiter en fait, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une TMI de 45%, on dit ce que c'est une TMI. Une TMI, donc c'est la tranche marginale d'imposition, c'est le niveau ultime auquel sont taxés les revenus en fonction de sa situation. Dernière tranche de revenus, oui. Voilà, dernière tranche de revenus. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui a 45%, avec la flat tax à 30%, devrait faire une économie. Par contre, c'est l'assurance vie qui est plutôt dans le viseur, mais en fait, en rentrant un peu dans le sujet, on se rend compte qu'il y a des opportunités à saisir et que si on sait bien prendre les décisions dès aujourd'hui sur son contrat d'assurance vie, sur notamment ses anciens contrats d'assurance vie, on peut au contraire rebondir positivement. Bon, en même temps, on n'a pas tout le détail et on verra aussi au fil des mois comment cela se dessine. Donc, flat tax, pour résumer, à 30%, hausse de la CSG à 1,7%, on en a parlé beaucoup pendant les législatives. La hausse de la CSG, elle va concerner notamment, donc elle va augmenter d'environ un peu moins de 2 points, entre 1,6 et 1,9%. Sur les contrats d'assurance vie avant 8 ans, ça devrait effectivement avoir un impact, puisqu'aujourd'hui, les prélèvements sociaux sont à un maximum de 15,5%. Là, ils devraient passer autour de 17%. Mais en réalité, donc ça touche plutôt les contrats d'assurance vie avant 8 ans. Au-delà de 8 ans, il y aura la flat tax qui va mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, on sera 30% pour tout le monde. 30% pour tout le monde. Donc CSG et plus-value. Voilà, CSG et plus-value. Donc CSG s'applique aux revenus en fait de l'épargne, que ce soit les plus-values. Voilà. Donc ça, c'est a priori presque gravé dans le marbre. On peut considérer qu'on peut déjà prendre en compte ce scénario-là pour agir aujourd'hui. Mais en fait, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'en réalité, on arrive finalement après quelques années à la synthèse à laquelle on essaye d'arriver depuis un certain nombre de temps, c'est de dire que en fait, tout ce qui est placement de type fonds en euros, les placements ultra sécurisés sont plutôt en train de vivre probablement leurs dernières années, parce que justement, c'est ça que veut casser en fait le nouveau gouvernement, le nouveau président. Après, il y a eu des tentatives des différents gouvernements précédents, mais il est probable que là, voilà, on est au-delà d'une réforme un peu plus structurelle, un peu plus profonde. Voilà. Il faut que les Français prennent conscience du fait qu'il faut, pour que son épargne retrouve une certaine couleur,
il faut prendre un minimum de risque. Donc en fait, on arrive à ça. Et en même temps, on y était déjà presque, avec ces rendements qui étaient quasiment au ras des pâquerettes. Ouais. Les Français commençaient à être sensibilisés à la prise de risque. Donc là, on va juste accompagner ça. On veut que l'épargne des Français aille vers une économie productive et pas une économie dormante. Tout à fait. Là, par exemple, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 1,8% en 2016. Les fonds en euros sont clairement dans le viseur de l'équipe Macron. Et donc, a priori, si on prend en compte ces données dont on dispose aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison aujourd'hui pour continuer à rester sur d'anciens contrats d'assurance vie. Et on a plutôt intérêt à en rouvrir de nouveau, à figer les conditions fiscales dès aujourd'hui, avant que la réforme se mette en place. Et là, on sera équipé pour les prochaines années. Donc c'est ça votre recommandation, hein? Ouais. Il faut arbitrer un ancien contrat par un nouveau. Tout à Alors fait. après, tout dépend, j'imagine, aussi de l'ancienneté de ce contrat. Oui, maintenant, c'est vrai que les contrats avant 93 n'ont peut-être pas intérêt à être modifiés, parce qu'ils bénéficient d'un régime vraiment ultra intéressant. Mais les contrats qui ont plus de 8 ans aujourd'hui et qui ont, disons, entre 8 et 15 ans, ont intérêt à être sortis, parce que généralement, les fonds en euros sur lesquels sont investis à 80% les Français ne rapportent plus grand-chose. Donc on met ça de côté, on reprend ce cash d'une certaine manière et on le réinvestit dans des nouveaux contrats d'assurance vie de nouvelle génération avec les opportunités que présentent aujourd'hui les contrats. On n'a pas parlé d'ISF, mais là aussi, ils veulent bouger les lignes. Voilà. Sur l'ISF, en fait, l'objectif est de s'attaquer à la rente immobilière, donc de créer un nouvel impôt sur la fortune immobilière uniquement. Donc là, l'assurance vie va être gagnante, puisqu'en fait, les patrimoines conséquents qui sont aujourd'hui déjà exposés à l'ISF doivent intégrer dans leurs avoirs les avoirs en assurance vie. Demain, a priori, ils pourraient sortir de cette assiette du nouvel impôt. Et donc là, la question qui se pose, c'est que fait-on sur son immobilier classique? Alors la résidence principale, on n'en parle pas, c'est pas un sujet, mais sur l'immobilier de type secondaire, etc., il y a déjà des spécialistes qui évoquent le fait qu'aujourd'hui, avec cet impôt qui va s'attaquer uniquement à l'immobilier, l'immobilier de rente, il y a un risque pour qu'en fait tout le marché d'immobilier secondaire voit les prix baisser. En même temps, il ne va pas y avoir d'augmentation de l'impôt. Ceux qui sont à l'ISF verront au pire leur situation rester la même. Imaginons qu'ils ont un patrimoine à 100% immobilier, ils paieront la même chose. Celui qui avait 80% immobilier et 20% valeur mobilière paiera sur les 80%. Donc il n'y a pas forcément de raison de... Sauf qu'on a l'opportunité éventuellement d'envisager par exemple de convertir, si on veut rester sur une couleur immobilière dans son patrimoine, on peut convertir une partie de ce patrimoine immobilier, l'investir par exemple sur des titres de SCPI. En valeur mobilière donc. Voilà, en assurance vie. Et là finalement, on a un peu le carré magique, puisqu'en fait on a la possibilité de conserver la logique immobilière. A priori, on attend encore de connaître les conditions précises de la réforme, mais c'est probablement vers ça qu'on va pouvoir s'orienter dans les mois qui arrivent. Vous pensez qu'il y aura beaucoup d'arbitrage de la part des épargnants français, beaucoup de mouvements justement suite à ces réformes qui ne sont pas des petites réformes, hein? Non, une fois que ça sera lancé, il est probable qu'il y ait des mouvements. C'est pour ça que nous incitons les épargnants à prendre tout de suite 3 grandes décisions. Alors on les résume. Voilà, c'est retirer un maximum de fonds des anciens contrats d'assurance vie, ouvrir de nouveaux, deuxième recommandation, c'est d'ouvrir des nouveaux contrats plus dynamiques, plus... avant même qu'on ait le détail. Oui. Il n'y a pas de raison aujourd'hui. C'est en fait, ça nous encourage à accélérer ce qu'on dit de faire depuis en fait maintenant des années, d'aller sur des nouvelles structures, de nouveaux contrats avec des nouvelles structures, avec des fonds en euros peut-être plus dynamiques et en même temps de nouvelles générations, en même temps des unités de compte plus modernes. Et ensuite, troisième sujet, c'est vraiment de commencer à envisager de redispatcher de son patrimoine immobilier si on est un peu exposé de façon excessive en immobilier, notamment quand on a des résidences secondaires ou des choses qui sont de l'immobilier de rapport uniquement. Il me manque un point. Donc j'ai bien compris. Fermer mon contrat pépère pour ouvrir un contrat d'assurance vie plus dynamique, rééquilibrer mon portefeuille immobilier le cas échéant pour aller vers peut-être aussi un modèle d'assurance vie, enveloppe assurance vie. Il me manque un point? Non, je pense qu'on a... donc il y avait que 2 points on a tous les points. Le vrai sujet aussi sur lequel on peut se poser des questions, c'est est-ce qu'on conserve ces enveloppes en compte titres? Aujourd'hui, là aussi, fiscalement, il est probable que les comptes titres, l'enveloppe du compte titre soit gagnante avec une flat tax à 30%, mais notre expérience montre que généralement, la gestion en compte titre est généralement moins pointue que lorsqu'elle est faite en assurance vie. Donc là, c'est peut-être aussi l'occasion de se reposer la question de la gestion de son PEA ou de son compte titre. Bon,
Merci pour toutes ces explications, Vincent. On va sans doute suivre ces évolutions dans le détail à mesure que seront publiés les décrets d'application, éventuellement les lois de finances. On devrait avoir des informations plus précises à la rentrée de septembre. On va en reparler, mais c'est vrai que ça bouge en matière de fiscalité et de patrimoine. Il faudra bien suivre ça de près et on compte sur vous. Merci Vincent, à très bientôt. Alors, on continue. Je rigole parce qu'on a le plaisir de retrouver un autre Vincent Wanel du groupe Amundi. Bonjour Vincent, on est content de vous accueillir. Mais c'est vrai, vous êtes l'un à côté de l'autre, mais vous pouvez respirer quand même. Il faut que ça reste amical. Alors, SCPI à crédit, c'est ce que vous allez nous présenter tous les deux. SCPI à crédit, ça veut dire quoi, Vincent ? Alors, quand je dis Vincent, c'est un petit blanc. Celui qui veut. Alors, on va laisser peut-être parler le gestionnaire de patrimoine tout d'abord. En fait, déjà, l'enveloppe SCPI, donc c'est un titre financier qui permet d'investir en direct sur de l'immobilier, généralement de bureaux. Alors en direct, ça veut dire qu'en fait, on est vraiment détenteur de parts de sociétés immobilières. C'est-à-dire qu'il y a des vrais immeubles derrière. Il y a des vrais immeubles qui sont gérés par une société comme Amundi, par exemple. Et ensuite, ce qu'on va décrire ici, c'est la possibilité d'acquérir ces parts de SCPI, généralement très diversifiées, avec un risque mutualisé, etc., géré par une société experte dans le domaine. C'est la possibilité d'acquérir ces parts de SCPI à crédit dans les conditions actuelles. Donc j'emprunte finalement, je vais emprunter 100 pour acheter 100 de SCPI. C'est ça le bon ratio, 100%? Le principe, c'est qu'effectivement, vous avez précisément dans l'offre de CACF, par exemple, même si je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais c'est trop tard maintenant. Voilà, l'offre est à 92% à financer. Il faut donc apporter 8% de cash dans l'offre. Les taux de crédit sont compris entre 2% sur le très court, le 5 ans, et qui peut monter jusqu'à 3% sur le 15 ans. Voilà. Pour un rendement, on le rappelle, d'une SCPI moyen. Les SCPI en 2016 ont rapporté autour de 4,6% SCPI d'entreprise, donc de bureaux. Ouais. Donc on voit qu'on a un rendement qui est supérieur au coût du crédit, mais en réalité, lorsque on monte ce genre d'opération, il faut avoir en tête qu'il y a un effort d'épargne à réaliser. Oui, c'est pas un jeu, c'est pas la martingale, c'est-à-dire que ça me finance pas cette opération complètement Là-dessus, j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait qu'on voit beaucoup de publicités qui évoquent le fait qu'on peut avoir des SCPI qui apportent 6% d'un côté et des coûts du crédit à 1%. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ou en tout cas, si ça existe, c'est-à-dire qu'il y a un risque important sur les SCPI parce que 6%, c'est pratiquement 2 points au-dessus du rendement moyen des SCPI. Donc, ça veut dire qu'on prend un risque en termes de rendement et de capital d'une certaine manière. Et d'autre part, des coûts du crédit à 1% aujourd'hui, ça reste quand même illusoire. Mais Vincent, quel est l'intérêt de faire ce montage ? Alors, l'intérêt, c'est que déjà, vous allez toucher une partie de votre clientèle qui n'est pas toujours capable de mobiliser énormément de cash tout de suite. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui, vous avez un marché des taux qui est très attractif. Donc, vous en profitez tout simplement. Et dans la mesure où l'immobilier de bureau, comme vous l'a dit tout à l'heure Vincent, tourne entre 4 et 5% de rendement. Alors, j'insiste même sur il a parlé tout à l'heure de 6. 6, c'est effectivement de ce qu'on appelle les stratégies très opportunistes dans lesquelles vous allez investir typiquement dans des plateformes logistiques, des choses comme ça, sur lesquelles il y a un fort risque. Effectivement, il y a de forts rendements, un fort risque. Et ça, ce n'est pas forcément la stratégie, en tout cas, que fait Amundi Immobilier aujourd'hui. On le sait, le ratio rendement-risque, il est corrélé. Ça reste la règle numéro 1 de l'épargne. Si les taux restent bas, on en a parlé un peu avec Jonathan en première partie, pas trop de danger d'inflation en zone euro pour l'instant, des taux bas, et que les rendements baissent. Et même si les taux commençaient à remonter, qu'il y ait ce mouvement de hausse des taux, comme c'est le cas aux États-Unis, là, on se retrouve avec un effet ciseau négatif. Il y a un danger. Alors, le rendement, c'est quelque chose d'assez... il faut un peu tordre le cou à ce concept-là, parce que le rendement, c'est quoi ? Finalement, c'est le dividende que vous allez encaisser tous les trimestres, généralement, sur le prix de la part. Donc, si le prix de la part, effectivement, augmente, le rendement, mécaniquement, si le dividende, lui, ne bouge pas, le rendement, mécaniquement, va baisser. Mais vous avez déjà tous les clients qui sont déjà investis dans les SCPI qui, eux, regardent pas tellement le taux de rendement, mais finalement le montant en euros du dividende. Et ça, c'est le point important. Et donc, notre approche, en tout cas chez Amundi Immobilier, elle est très clairement focalisée sur les 3 règles qu'on connaît dans l'immobilier, l'emplacement et l'emplacement, pour pouvoir justement pérenniser
les revenus et les pérenniser comment? En encaissant un maximum de loyers dans des immeubles bien placés avec de bons locataires. Alors justement, à propos de ces 3 règles d'emplacement, au bout d'un moment, tout le monde veut le même immeuble. Ça fait artificiellement ou pas, d'ailleurs, monter les prix. Enfin, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque de bulle derrière ça? Alors effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs qui taxent d'ailleurs les SCPI de faire monter les prix. Alors je rappelle quand même que les SCPI, c'est 5 milliards d'investissements l'année dernière, ce qui est conséquent en 2016, mais ça ne représente que 16% des investissements globaux dans l'immobilier. Donc on ne peut pas taxer les SCPI de faire monter excessivement les prix des Même si l'immobilier. ces 16% vont s'investir sur ces mêmes emplacements, enfin, vous dites, pour vous, Alors, ce n'est pas un danger de surchauffe? Pas forcément, parce que vous avez des stratégies différentes. Les acteurs qui sont les promoteurs les plus importants, les acteurs type comme Amundi Immobilier, vont essayer de se focaliser sur des actifs de grande taille. Car sur ces actifs de grande taille, vous avez assez peu de concurrence. Et quand je parle d'actifs de grande taille, c'est des actifs qui peuvent dépasser le demi-milliard d'euros. Donc là-dessus, il n'y a pas tellement de concurrence et donc il y a un effet prix qui est plus raisonnable. J'ajouterais quand même que, pour faire le lien avec la première partie de l'émission aujourd'hui, on voit que l'activité économique, surtout en Europe, est soutenue. Elle résiste bien et aujourd'hui, elle est plutôt en train de s'orienter de façon positive. On évoquait le fait avec Jonathan qu'a priori, tout ça est plutôt bon et pourrait entraîner justement un inversement de la tendance qu'on a constaté ces dernières années, qui était une baisse des loyers. Et là, on pourrait envisager, c'est une question que je pose même à Vincent, est-ce qu'aujourd'hui on a des signes sur une remontée des loyers déjà, ou est-ce que c'est des choses qui sont encore trop tôt pour être observées? Alors l'inflation, c'est toujours une bonne chose pour l'immobilier, parce que de toute façon, vous pouvez faire répercuter à terme, c'est pas immédiat, mais sur le bail, sur le loyer, vous pouvez faire répercuter l'inflation. Alors, il y a quand même un autre sujet, c'est aussi le fameux taux de vacances. Et le taux de vacances, aujourd'hui, il est historiquement bas, puisqu'il a encore baissé de 0,5 par rapport à l'an dernier. Donc on est à 8% de taux de vacances en Europe aujourd'hui. Donc là aussi, tordons le cou à des idées reçues. Il n'y a pas tellement de taux de vacances, même à Londres, et surtout pas à Paris, en tout cas, parce que Paris est l'une des villes avec le taux d'occupation le meilleur. Et donc, pour répondre à la question de Vincent, est-ce qu'on est à l'aube d'une révision à la hausse des loyers? Alors, clairement, on n'en est pas encore là, mais aujourd'hui, les locataires ont encore du poids dans la négociation, donc il ne faut pas encore s'attendre à ça, mais l'inflation va plutôt aller dans le bon sens pour l'immobilier. Comment est-ce que vous cherchez à optimiser le rendement pour vos clients? Comment est-ce que finalement, c'est votre rôle d'aller au maximum de ce que vous pouvez faire? Alors je précise, moi je ne suis pas le gérant, mais en tout cas, on parle d'Amundi là. Sur l'approche qu'on a, aujourd'hui, c'est très clairement de s'orienter. Alors on a ce qu'on appelle des stratégies plutôt de cœur et de cœur plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye de promettre, en tout cas à nos investisseurs, de toucher entre 4 et 5% de rendement chaque année. Pour ce faire, on fait quoi? On investit plutôt dans des actifs vraiment cœur de Paris. Ça, c'est vraiment le cœur des allocations, notamment dans Rivoli Avenir Patrimoine, la SCPI la plus connue. Et également, on essaye aujourd'hui de plus en plus d'investir en Europe, sortir des frontières. Et donc, ça commence par les Pays-Bas et l'Allemagne, dans lequel vous pouvez avoir un taux de rendement supérieur. L'Allemagne, c'est assez vertueux comme pays, puisque vous avez 5 zones d'investissement. En France, si vous voulez faire de l'immobilier de bureau, vous avez une seule zone, c'est Paris et l'Île-de-France, si vous voulez vraiment avoir de la profondeur sur ce marché. En Allemagne, il y a 5 zones, je les rappelle, donc c'est Munich, Francfort, Berlin, Düsseldorf et Hambourg. Donc on a vraiment plus de choix. L'avantage est une fédération. Voilà, et on a en plus des rendements qui sont quasiment de 1 point supérieurs à ceux de Paris, avec en plus ce qu'on appelle une prime de risque. Donc la prime de risque, c'est très important, cette notion-là, pour nos auditeurs. C'est le différentiel, en fait, entre le rendement du meilleur actif parisien, on va dire les Champs-Élysées, et l'obligation d'État. Et donc aujourd'hui, on a encore une prime de risque attractive. Et cette prime de risque, quand elle est très proche de zéro, généralement, c'est plutôt un indicateur de ne pas aller sur l'immobilier. On a tout dit? Un mot encore de conclusion? Une petite synthèse sur en fait, pourquoi investir aujourd'hui en SCPI à crédit. On a regardé le marché, on a regardé un peu le mécanisme des SCPI. Je rappellerai quand même quelques éléments majeurs. Premièrement, c'est la possibilité de se constituer un patrimoine avec des risques mutualisés sur un nombre de biens diversifiés, importants, gérés par des professionnels, la possibilité de déduire les coûts de l'emprunt, en fait, fiscalement, c'est intéressant également. Donc tout ça, il y a 2 éléments qui aujourd'hui nous poussent à considérer que
en profitant de ce que nous, on anticipe comme étant quand même un point d'inflexion sur le marché immobilier. C'est-à-dire qu'on a pu penser qu'il y avait une bulle à un moment. Aujourd'hui, les signes de l'économie sont plutôt encourageants. Donc, pour nous, les nuages s'éloignent et donc il y a vraiment une opportunité aujourd'hui pour conserver un rendement à son épargne, un rendement pour son épargne attractif, bien au-dessus de ce que peut offrir par exemple un fonds euro, même si on n'a pas les mêmes garanties. C'est vraiment d'aller sur des SCPI à crédit, ce qui permet notamment à des foyers plus jeunes, de démarrer en termes de constitution de patrimoine aujourd'hui. Merci à tous les deux pour ces explications très complètes. On se retrouve pour un prochain numéro de Parlons Placement juste avant les vacances. Ce sera le 11 juillet en direct à 18 h. Merci à tous de votre fidélité. À bientôt. Merci. Merci.